Bonjour les kikis, donc voilà la vidéo de la semaine avec le travail à faire et les commentaires sur les corrections que vous pourrez trouver sur Moodle. Hein. Le cours, tous les exercices d'application que je vous ai donné sur le cours, ainsi que l'activité sur le transfert thermique sur un mur. Voilà. Donc on va commencer par le cours, puis par l'activité et ensuite je vous expliquerai le petit problème à faire que vous trouverez dans votre boîte mail. Tous les fichiers sont sur Moodle TS Corona bien sûr, sauf mon problème, je ne sais pas pourquoi, mon problème impossible dans Moodle, il apparaissait pas dans déposer un fichier, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous l'ai envoyé par mail dans votre boîte numérique. On est parti pour le cours. Allez, c'est parti. Donc j'ouvre le cours. Voilà. L'état transfert thermique. Donc je passe sur le cours vu que vous l'avez et on va arriver directement à la première application qui était d'une simplicité déconcertante. C'était juste l'application de la formule que normalement vous avez déjà vue en première, qui était que delta U ou Q, la chaleur, hein, était égale à la masse de l'objet fois sa capacité thermique massique multipliée par l'écart de température température finale moins température initiale. Donc pour l'eau, hein, il suffit de faire les 150 kg d'eau fois 4,8 fois 10 puissance 3. Voilà, fois la différence de température, ce qui nous donne cette valeur en joules. On voit que cette valeur est positive parce que la température de l'eau augmente, elle prend de l'énergie. Quand on donne de l'énergie, par exemple comme pour la fonte qui passe de 130 à 20 degrés, on refait le même calcul, il y en aura quelque chose de négatif. Bon, je suppose que cet exercice n'était pas trop compliqué. Les exercices d'application, c'était pas trop compliqué non plus. Voilà, donc je passe à l'exercice suivant. Voilà, Lisa qui n'a pas de bain, elle prend une douche. Bon, bah tant pis, hein, on va dire que c'est Lisa quand même, elle a installé une baignoire. Alors, quel est le mode de transfert thermique de l'eau chaude vers l'eau froide? Eh bien, c'est de la convection, car les molécules d'eau vont se mélanger. C'est le mouvement de l'eau dans la baignoire qui va faire baisser la température. Hein. Alors, on considère qu'il n'y a pas de perte, hein, il n'y a pas d'évaporation, rien du tout. On se baigne dans un calorimètre, hein, dans une thermos. Quel volume d'eau froide faut-il ajouter? Donc, on va appeler TIEC la température initiale de l'eau chaude. Ça, c'est celle de l'eau froide qu'on a au robinet. Bon, c'est pas mal, hein. La température finale, même si elle veut 37 degrés, eh ben, on va lui faire à 35 degrés. Voilà, la masse d'eau chaude qu'on a, on a 100 kg, 100 litres, et la masse d'eau froide qu'on recherche. Et c'est la capacité thermique de l'eau qui est de 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilo et par Kelvin. Bien, donc on sait comme le delta U est égal à 0 vu qu'il y a le tout est isolé, donc toute l'énergie que va transmettre l'eau chaude à l'eau froide, d'accord, toute cette énergie va être, toute l'énergie de l'eau chaude va être transmise à l'eau froide, il n'y aura pas de perte. Donc on peut imaginer que l'énergie de l'eau chaude plus l'énergie de l'eau froide va faire une variation d'énergie interne qui sera égale à 0. Donc une fois qu'on a écrit cette équation là, après, il suffit de développer et de chercher la masse d'eau qu'il va falloir rajouter, ce qui nous fait 200 litres. C'était un petit problème classique, hein, mais sympa. Voilà. Effectivement, maintenant dans le cas réel, on va avoir des échanges d'une vraie baignoire avec l'extérieur, évaporation de l'eau. On va chauffer les parois de la baignoire, etc. Donc forcément, tout ça, l'eau chaude, elle va perdre de l'énergie. Il va falloir évidemment moins d'eau froide pour obtenir une température de 35 degrés. Voilà pour la correction de cet exercice. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des grosses difficultés à part les mathématiques, mais tout est écrit ici. Bien.
Les deux derniers exercices, le congélateur. Bon, première question, l'énergie cédée par les aliments pour effectuer cette baisse de température. Bon, les aliments, eux, ont une capacité thermique massique qui vous est donnée ici, x 10 puissance 3, bien sûr. Voilà, on a 5 kg, on passe de 23 degrés à 0 degré, donc c'est les aliments qui vont fournir l'énergie à l'extérieur, donc on aura bien un résultat qui est négatif. Donc application toujours de la même formule. Donc par quoi cette énergie est reçue? Donc je dis par l'environnement à l'extérieur, hein, l'air du congélateur. Donc qui se fait par conduction, forcément c'est les molécules d'air qui vont être sur le... Et après il y aura également évidemment de la convection, forcément les molécules chauffées vont bouger, mais c'est surtout au départ de la conduction. Question numéro 3, la congélation ensuite d'une variation de 250, s'accompagne d'une variation de 250 kJ par kg d'aliments. Déterminer l'énergie échangée pour passer échanger pour la congélation de ces 5 kg, 5 kg fois 250 quoi. Hein. Voilà, hein. Effectivement, ce sera négatif. Là, je vous le dessine moins. Voilà, ce sera négatif car ce sont les aliments qui vont encore, eux, donner, qui vont céder cette énergie. D'accord? Voilà. Pour cette question. Est-ce que je veux juste... voilà, là on passe, c'est juste un... Là on passe de l'état... voilà, c'est juste l'état de la congélation. Hein? Il n'y a pas de variation de température. C'est pas congelé, ça devient congelé. C'est mou, c'est dur. Ensuite, on descend à moins 18 degrés. Et rebelote, ce sont de nouveau les aliments qui vont céder de l'énergie. Donc, vous comprenez bien qu'il ne faut jamais mettre un truc chaud au frigo parce que forcément, le delta T va être beaucoup plus important. Hein, donc, il faut attendre que ça arrive au moins à température ambiante pour le mettre au frigo ou au congélateur. Donc, on y va. Question 4. Dans quel sens cet échange a lieu? C'est donc les éléments qui cèdent hein, l'énergie. Déduire de cette valeur la capacité thermique massique des aliments considérés. On sait que ça nous a... on a l'évaporateur échange 1,8 x 10 puissance 3 kJ. Donc c'est l'énergie, on va considérer qu'il n'y a pas de perte, qui est donnée, enfin oui, c'est l'énergie que échanger l'évaporateur avec ses aliments. Donc c'est en fait les aliments, ils vont donner cette énergie, donc qui va être négative, que je divise par la masse fois l'écart de température. Et là, on a vraiment forcément du moins et du moins, ce qui nous donne là une capacité thermique de 2 joules par kilo, de 2 joules par kilo et par degré Kelvin. Ensuite, la puissance de 500 watts. Alors, je vous rappelle le moyen mémotechnique la définition d'une énergie. Hein. Quand vous payez votre facture d'électricité, c'est du kilowatt-heure. Les watts, c'est une puissance, l'heure, c'est un temps. Donc, l'énergie, c'est une puissance fois un temps. Hein, ça, c'est aussi, malheureusement, aussi résultat de la première. Hein. Donc, on peut dire que la puissance est égale à une énergie divisée par un temps. Donc, il suffit ensuite de trouver l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est les 3. C'est quoi l'énergie? C'est les 3,9 qu'on avait pour passer de 23 à 0 degré, plus pour congeler, évidemment, pour passer à l'état de congelé, et puis pour descendre la température à moins 18 degrés. Évidemment, on va pouvoir prendre ici tout en valeur absolue, vu que c'est une quantité d'énergie totale
qu'on divise le tout par le temps, qui est de 500 secondes, hein, si mes souvenirs sont bons. Non. En 24 heures. Par la puissance, pardon. Par la puissance, on divise le tout par la puissance, et c'est ce qui nous donne 4680 secondes, c'est-à-dire environ 1 heure et 18 minutes. Ensuite, détermine, on appelle le pouvoir de congélation, la masse d'éléments pour être congelé en 24 heures. Donc, effectivement, si on peut congeler 5 kg en 1h18, et ben en 24 heures, on va en pouvoir congeler combien? Ben voilà, le pouvoir du congélateur est de environ 92 kg. Voilà pour cet exercice. C'était un peu plus difficile, mais c'était, je pense que maintenant avec la correction, vous avez pu voir ça. Le rendement du moteur électrique, ben un moteur, qu'est-ce que c'est? Ben, il reçoit un moteur de l'énergie électrique qui convertit, donc là on est bien aussi dans les SP, hein, qui convertit de l'énergie électrique en énergie mécanique, et forcément on a des pertes ici, ce qu'on appelle des pertes par effet Joule. Donc qui sont c'est de la chaleur, hein. Les pertes par effet Joule, c'est P égale RI au carré, ça nous donne des pertes, I étant l'intensité d'une résistance. Bon, mais ça c'est un petit peu à part. Voilà, c'est des pertes par effet Joule, c'est de la chaleur. Donc l'énergie utile, c'est la puissance mécanique, et l'énergie totale donnée, c'est de l'énergie électrique. Forcément, cette énergie électrique est égale à la somme de ça, plus la somme de cette énergie-là. Voilà, première question. Donner l'expression de la puissance reçue par le moteur. Ben, la puissance reçue par le moteur, c'est la puissance qui est donnée par ce générateur fois son intensité. Donc c'est U1 fois I1, hein, sachant que le générateur donne du 24 volts avec 2 ampères, ce qui nous fait 48 watts. Donc ensuite, c'est de l'énergie électrique qui est reçue. Quelle est l'énergie qui est consommée en 15 minutes? Toujours P égale E est égal à P fois T. Donc, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande l'énergie, donc je multiplie P, les 48 par 0, ou par en secondes, pardon, P fois T, c'est 15 fois 60, ce qui nous donne 43,2 kJ. Ensuite, ce moteur va donner de l'énergie mécanique. On connaît l'énergie mécanique, elle est de 36, on nous demande le rendement, ben c'est 36 sur 43,2, soit 83%. Voilà pour ce cours, c'était des petits exercices. Bon, je dirais le plus difficile, c'était celui du congélo. Voilà pour ce cours. Passons à l'activité. Là, je vais enregistrer mes modifications. Voilà. Ouais, on va dire enregistrer là. Désolé, on peut pas. Ah oui, ok, ben oui, c'est toujours le même problème parce que je suis au grenier et pas sur mon ordinateur. Non, ben, voilà. Bien, alors, oui, j'oublie carrément que je suis en haut dans une vidéo. Voyons voir maintenant l'autre sujet. Donc, mon petit problème, hein, les transferts thermiques dans un bâtiment. Voyons voir la correction. Voilà, elle est ici. Cet fichier, vous le trouverez également sur Moodle. Voilà, donc vous avez tout hein, pour reprendre à votre rythme. Alors, voyons voir la première question. Question 1, associée au schéma 1 et 2, les transferts. Alors ici, clairement, c'est de la conduction, donc 1, d'accord. Et la conduction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un transfert d'énergie par contact dans le matériau. Hein. Donc c'était 1 et B. Et pour là, évidemment, on voit que l'air circule, c'est de la convection. Donc ce sera 2. Pour 2, ce sera de la convection, ce sera 2 et C. Pour la raison. Question vraiment pas difficile. Une petite ensuite. Question 2. Complétez le tableau. Alors, là, toutes les réponses, j'accepterai quelque part toutes les réponses parce qu'on a forcément les 3 modes d'échange thermique sont présents, quel que soit
quel que soit les éléments, la localisation, quelle que soit la localisation. J'accepterai 1, 2, 3 partout. Hein. Voilà. Voilà, tout rayonne, même le béton sur une ville sanitaire, même si c'est très faible par rapport aux deux autres, mais tout rayonne aussi, tout conduit, et forcément, dès qu'on a un contact, on a conduction, et après les molécules bougent, on va avoir convection. Hein. Donc là, j'acceptais un petit peu. Là, vous pouvez à peu près tout accepter. L'unité analyse dimensionnelle, oui. Donc on connaît l'expression du flux thermique qui est en watts, qui est égal à lambda, qui est la conductivité, fois la surface sur l'épaisseur. Donc voilà. Donc lambda va être égal à phi fois l'épaisseur divisé par la surface fois delta t. On obtient ça et on remplace par les unités, on simplifie forcément. Donc on obtient bien le flux qui est des watts fois des mètres moins 1 fois des kelvins moins 1. Voilà, petite analyse dimensionnelle classique. Question 4, forcément, on voit dans cette formule que plus lambda est petit, plus le flux sera petit. Hein, pour un S, une surface et une épaisseur donnée. Donc si on doit classer ces trucs, il faut classer les meilleurs isolants seront les lambda les plus petits. Hein. Donc le béton armé, alors là on vous demande de le classer du moins isolant, donc c'est celui qui aura le lambda le plus grand, le béton armé, puis le béton, après il y a la brique je pense, ouais la brique, etc. pour finir par la laine minérale. Voilà pour la question 4. Question, ouais je descends parce que là je suppose que je dois avoir ma tête. Alors, question 4, c'est fait. Question 5. Déterminer de l'unité, rebelote, analyse dimensionnelle. R est égal à delta sur phi. Bon, bah, c'est des kilos, des kelvins par watt. Mais bon, on pourrait très bien remplacer également l'expression de phi et remplacer le tout là-dedans pour obtenir des watts. Bon, après, c'est des maths, hein, ça je ne vais pas commenter. C'est juste à faire un petit peu de maths. Hein. Question 6, déterminer l'unité, ça c'est fait. Question 6, c'était là, document 7, voilà, question 6. Sur l'étiquette qu'il y a ici, la résistance thermique a été effacée. À vous de la retrouver. Bon, ben, on va connaître l'épaisseur, je suppose. Alors, elle est où alors, attendez, il faut que je relise. Voilà. Documents 4 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît le lambda. Le lambda, il est ici, 0,038. On est d'accord. Donc, ER est égal à l'épaisseur sur phi. Si on veut une épaisseur de 5 cm, ça nous est donné où un moment R en mètres. Sont indiqués dans le document 7, on s'en fout. Oui, 5 cm. Si on veut du 5 cm, donc ça nous fait une résistance thermique de 1,35 mètres carrés par fois des kelvins divisé par 2 watts. Voilà. Puis une dernière question. Voilà, le chalet pyrénéen. Ah oui, encore la question 8, bien sûr. Donc la question 8, hein, la question 7 déjà, sur le document 8, contre. Donc vous avez E et l'épaisseur nécessaire pour qu'une paroi en étant armée. Il va avoir qu'une paroi idéale d'épaisseur 5 cm. Donc on voudrait que tout ça soit égal à une paroi de 5 cm. C'est ça. Hein. Sur le compte, E est l'épaisseur nécessaire pour qu'une paroi en béton armé ici présente les mêmes performances thermiques qu'une paroi
idéal d'épaisseur de 5 cm en laine minérale. À l'aide des documents, calculer la valeur de E, donc de l'épaisseur, et rédiger une argumentation concernant la phrase suivante. Les matériaux lourds de maçonnerie ne possèdent jamais une isolation acceptable. Donc, on a calculé, on peut calculer la résistance thermique. Voyons voir. Oui, là, je l'ai pas retravaillé celle-ci. Bah, écoutez, vite fait alors. Lambda béton armé. Le lambda béton armé est de 2,2. D'accord. Donc on connaît la résistance thermique de la paroi de la laine minérale qui est ici de pour de la laine minérale 0,04, on va trouver donc une résistance. Voilà. Ouais, donc si on avait de la laine minérale, on devrait, pour 5 cm d'épaisseur avec un lambda de 0,4, on trouverait du 1,25 m² fois des Kelvin par watt. On refait la même chose, on va garder cette même valeur. Pour avoir ça, il nous faudrait quelle épaisseur, sachant qu'on change le lambda ici, on passe un lambda de 2,2 et on voit qu'on a du 2,8. Ça veut dire que, en fait, voilà, le béton armé, il nous faut du 2,8 m, alors que ici, il nous faudrait du 5 cm. Donc, résultat des courses, ces matériaux lourds, c'est pas des très bons isolants, bien au contraire. Voilà, question 8, à l'aide des différents documents, calculer la valeur du flux thermique par conduction à travers les murs extérieurs du chalet auquel se rapporte le document 9. Ici que vous avez là. Alors je l'agrandis un chouïa, voilà. Donc, ici, c'est du calcul. Hein. On va calculer la résistance thermique. Cette résistance thermique, comment on va la calculer? Évidemment, comme les résistances en électricité, les résistances, quand elles sont en série, s'ajoutent. Hein, donc la résistance thermique totale sera égale à la somme de toutes les résistances thermiques. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a du plâtre, on a de la laine de verre, on a du béton, on a du sapin. Hein, on a du plâtre, de la laine de verre, du béton et du sapin. On connaît chacune des épaisseurs, on connaît les lambdas de chacun. La chaleur va toujours du plus chaud vers le plus froid. Donc, s'il fait 18 ici, 0 ici, la chaleur va aller par ici. Voilà. On connaît la hauteur des murs. Voilà. On connaît également donc 3 mètres et on connaît tout ça. Voilà, donc le plan du chalet, donc forcément R mur va être égal à R1 plus R2 sur S, etc. Le tout multiplié, et c'est égal à 1 sur S. Voilà, on va calculer, donc c'est R mur, pourquoi R sur S? Attendez voir 2 secondes. Voilà, oui. Donc là, on peut calculer déjà la surface totale, bien sûr. Voilà. 108 mètres carrés. Ensuite, la résistance de chacun des murs. Ok, ça on connaît. Pour calculer la résistance de chacun des murs, on prend E sur lambda. On est d'accord. Et on va calculer la résistance thermique surfacique. Voilà, par unité de surface. Voilà, ce qui nous donne, non pas par unité de surface, mais la résistance surfacique totale du chalet, qui est justement pas par unité de surface. Hein, pour ça qu'on le divise par la surface, ce qui nous donne du 0,0. En faisant les calculs, on nous donne ça. Et ensuite, on va pouvoir calculer le flux. Le flux, ben, c'est l'écart de température sur cette résistance, ce qui nous donne un flux de 680 watts. Voilà pour cet exercice. Bon, le corrigé, là, c'est... Voilà. Alors, je vous ai donné, par contre, là, ça devient un peu plus intéressant. Je vous ai donné sur Moodle, TS Corona,
2 exercices à faire, un de 8 points, un de 9 points. Donc 80 minutes plus 90 minutes, ce qui nous fait 170 minutes, ce qui fait à peu près 3 heures. Et mon petit problème. Voilà, donc évidemment les corrigés de Moodle sont sur Moodle. Et mon petit problème. Alors mon petit problème, je cherche juste un truc pour vous l'expliquer de visu. Moi je vais reprendre mon... Attendez, voilà, j'ai quelque chose. Voilà. On va prendre ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on va tirer. Alors évidemment, pour résoudre ça, vraiment un problème, hein, vous allez voir, je vous ai donné quelques indications, quelques données pour qu'on ait tous à peu près la même réponse, mais voilà, c'est un problème. On va tirer, on imagine qu'on tire avec un Colt, hein, un gros Colt qui a comme munition du 357 Magnum. Voilà, moi j'en dis pas plus. C'est des balles 357 Magnum. Je vous ai mis dans le fichier, bon je vais quand même l'ouvrir le fichier pour mon problème, voilà. Pour vous expliquer un petit peu, voilà mon petit problème. Voilà, vous connaissez, je suis feignant. Voici mon petit problème. On considère alors un sac de sable qui est suspendu, voilà, au plafond. Centre de gravité du sac de sable par rapport au plafond, c'est de 1 mètre. On prendra comme référence, hein, prenez le centre de gravité du sac de sable comme référence, comme H égale 0, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et puis je tire avec une balle de 357 Magnum. Et résultat des courses, le sac s'élève de 41,4 degrés. C'est-à-dire l'angle qui fait avec la verticale ici. Tac, tac, c'est cet angle-là. Hein. Il s'élève de 41,4 degrés. Voilà. Je vous ai mis une petite vidéo pour voir comment ça marche un tir. Hein. Voilà. Donc le mec là-bas il tire sur une cible, mais moi voilà, mon problème c'est que je tire sur un sac de sable. Alors quelques données utiles, je vous donne la capacité thermique massique du plomb, 126,5, celle du sable, 835. On va prendre, ça c'est issu d'un site internet que je vous donne ici, qui vous donne les quelques caractéristiques des munitions, voilà. La base entre 8 et 12 grammes, donc nous on va partir sur 10 grammes. Et le sac ici on a 10 kg de sable. Voilà. Et on dit que tout est à 23 degrés, la pièce, la balle, le pistolet, le sable à l'intérieur du sac. Et tout est à 23 degrés. On va prendre petit g, évidemment, on va simplifier les calculs. On va se mettre avec un g égal à 10 mètres par seconde moins 2. On néglige les frottements de l'air. Et mon petit problème, forcément la balle elle va pénétrer là-dedans. Le sac va monter, mais la balle elle reste là-dedans. Oui, forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Là, ça va chauffer. Hein. Le frottement, ça va chauffer. Le frottement de la balle dans le sable. Hein. Et ben, quelle sera la masse de sable qui sera transformée en verre? Parce que du sable que vous faites fondre, et ben, il se transforme en verre autour de la balle qu'il y a dans le sable. Voilà la question. Pas mal, hein, comme petit problème. À vous de réfléchir, et là, ça fait bien bosser les SP également. Les SP, j'attends vraiment une réponse. Hein. Là, tous les SP, attention. Hein. Ok, donc voilà la question. Je vous ai donné le lien de la balle, et vous me répondez dans le fil, mais que dans ce fil-là, et je veux juste la masse de sable. M égale 3 kg, M égale 2 tonnes. Donc si vous trouvez 2 tonnes, c'est faux. Hein. Voilà, je veux juste la masse de sable. Vous me répondez. Bon, j'ai votre nom, M égale point. Et rappelez-vous, hein, qui connaît l'unité, connaît la formule. Voilà pour tout. Portez-vous bien. Ciao, ciao.